Alors, bonsoir et bienvenue à la deuxième édition de la série Parlons d'éducation à l'initiative du Conseil de diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation en collaboration avec le Bureau des diplômés de l'UQAM. Je me présente, Martin Duquette, directeur général adjoint au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, et j'aurai l'immense plaisir d'animer cette nouvelle série d'entrevues avec des experts diplômés en éducation. Le webinaire d'aujourd'hui a pour titre la formation professionnelle, motivation et stratégie. C'est avec plaisir que j'accueille aujourd'hui Madame Annie Dubeau, professeure titulaire et directrice de l'unité de programme de premier cycle en formation professionnelle et technique de l'UQAM. Depuis plus de 20 ans, la professeure Dubeau est préoccupée par le développement des compétences de la main-d'œuvre et elle a développé une expertise sur les processus favorisant la motivation, la persévérance et la réussite en formation professionnelle. Alors, bonjour, bonsoir, Madame. Bonsoir. Alors, juste Bonsoir. avant qu'on commence l'entretien, je veux juste rappeler aux participants que vous avez l'occasion de poser des questions ou commentaires par le biais du clavardage. Et évidemment, là, pendant l'entretien, nous prendrons quelques minutes pour répondre à ces questions par le biais du clavardage. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions ou commentaires. Ça nous fera bien plaisir de faire le tour. Alors, bonsoir, Madame Dubeau. Très content de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Évidemment, aujourd'hui, FP, formation professionnelle, un des secteurs, je dirais, les plus méconnus de notre système d'éducation. Mais quand on réussit à aller voir un petit peu ce qui se passe, on devient rapidement passionné par tout ce qui se fait là. Alors, ma première question pour lancer la discussion, est-ce qu'on, en fait, peut-être vous demander un portrait de la situation de la formation professionnelle au Québec. Ça a l'air de quoi, ça, la FP? Ah, l'AFP, ben merci déjà de m'avoir invité à venir parler de la formation professionnelle, qui est un secteur là, que je chéris vraiment. C'est 125 000 élèves québécois qui fréquentent la formation professionnelle. Puis là, comme vous l'avez dit, c'est méconnu. C'est particulier aussi, je dirais, ça prend 16 ans pour pouvoir accéder à la formation professionnelle au Québec avec certains préalables. On peut accéder si on a déjà le diplôme d'études secondaires. Si on l'a pas avec certains préalables du français, de l'anglais, des mathématiques, c'est possible d'accéder au programme. Mais ce qui est fabuleux, puis fascinant, puis motivant, je dirais, de travailler avec la formation professionnelle, c'est que ça rejoint des gens, des horizons vraiment différents. Il y a, on peut dire qu'en moyenne, là, les gens en formation professionnelle ils ont 26 ans. Fait que c'est déjà, ils peuvent accéder à 16 ans, mais il y a comme je disais, là, il y a une grande diversité. L'âge maximal dans les recherches là, que j'ai faites, c'était 57 ans. Fait que déjà, les personnes qui accèdent, ouais, c'est ça. Il y a des très Alors, jeunes. aller m'inscrire. Il me reste quelques Hein? minutes pour aller m'inscrire, c'est bon. Oui, vraiment. Puis il y a plein de. En fait, c'est à l'ensemble du Québec, hein, dans l'ensemble du Québec, c'est 200 centres de formation professionnelle, c'est 160 programmes d'études, 21 secteurs. Puis là, les secteurs de la formation professionnelle aussi, tu sais, je dirais pas que c'est. On parle souvent de la formation professionnelle, mais il y a des formations professionnelles parce que ça fait le tour. On en a entendu parler. Dans le fond, c'est tous les gens qui sont vraiment qui travaillent pour nous, les Québécois. Donc, des gens dans la santé, dans la construction, dans l'administration ou encore dans la restauration. Donc, c'est les gens là, qui sont là, qu'on côtoie dans le fond tous les jours, qui sont là pour nous. Puis, dans le fond, ce qu'on pourrait dire avec la formation professionnelle, c'est que cet enseignement-là, c'est l'occasion là, de former les travailleurs de demain. Voilà, c'est cette idée aussi derrière, là, c'est que on a toute la qualité, je dirais, des emplois, ça donne beaucoup de valeur, puis c'est motivant pour les gens là, de partager ces programmes-là, parce que, tu sais, on le sait, dans le fond, la motivation, c'est beaucoup basé sur notre conception de nous, là, dans le fond, la façon, les attentes, le sentiment de compétence, mais aussi, c'est beaucoup conditionné par les perceptions qu'on a du contexte dans lequel on évolue. Fait que, évidemment, la formation professionnelle, c'est quelque chose qui est lié, c'est à l'interface hein, du milieu du travail puis du monde scolaire. C'est comme le pont, c'est un endroit vraiment de transition. Puis ça donne beaucoup de valeur aux formations
formation, le fait que les gens vont venir, dans le fond, les emplois auxquels ils vont accéder, le fait d'avoir un diplôme d'études professionnelles, ça peut te permettre d'avoir accès à un emploi de grande qualité. Puis, les gens vont accéder. Donc, ça aussi, c'est une autre chose qui est à la fois des défis, mais qui est fabuleux, je dirais, dans ce cas. C'est que les gens vont accéder à l'AFP pour des raisons super variées, comme ça va varier en fonction de leur âge, en fonction de leur situation personnelle, mais aussi, là, comme je le disais, comme c'est à l'interface avec le milieu du travail. Ça va beaucoup varier en fonction de la conjoncture économique, là, toutes les fonctions du marché du travail. Que j'imagine là, que vous imaginez que dans le secteur de la restauration, c'est beaucoup plus difficile. Puis je veux saluer là, tous les travailleurs là, présentement du secteur de la restauration pour qui c'est difficile. Puis je salue en même temps tous les travailleurs du secteur de la santé qui, eux, il y a des demandes, on a créé des nouveaux programmes. Fait que vous voyez, là, concrètement, c'est comme ça là, que ça s'opérationnalise. Ce qui fait que quand on est dans une classe d'AFP, ben, on peut aussi bien être devant Martin, qui a 30 ans, puis qui a toujours voulu être plombier, puis que là, il décide de le faire. Mais on a Sophie aussi, qui arrive directement du milieu scolaire, qui vient de finir secondaire, puis elle aussi, elle voulait être plombière, puis elle a décidé de le faire. Puis on a Amine, qui a perdu son emploi. L'usine a fermé, puis là, il se dit, 50 ans, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout n'est pas perdu, puis je vais revenir. Fait que c'est ça aussi, l'AFP, c'est comme une variété de programmes dans différents secteurs, là, tout aussi variés que les autres, les uns que les autres, mais aussi beaucoup de profils là, de personnes différentes. Absolument. C'est en même temps, ben, en fait, connaissant un petit peu le domaine de la formation professionnelle et étant déjà assez vendu, je vois dans le clavardage, il y a des commentaires sur le fait qu'on a il devient un peu complexe et nécessaire de valoriser l'AFP. Je vous dirais que, ben, en fait, je me permets d'aller sur une piste, puis ça m'intéresse d'avoir le point de vue d'une experte. Pour moi, le terme valoriser est un peu dérangeant parce que c'est comme s'il fallait donner de la valeur à un programme qui, à mes yeux, a beaucoup de valeur. Alors, pour moi, j'aime mieux utiliser le terme positionner la formation professionnelle pour bien la comprendre et reconnaître une fois pour toutes la qualité de cette formation-là. J'aimerais peut-être ça entendre le point de vue d'une experte sur ce positionnement-là et la qualité de la formation. Puis en même temps, ce qui nous amènerait aussi peut-être à discuter de la formation des enseignants en formation professionnelle, parce que ça, c'est quelque chose que je pense qui vous passionne énormément. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse en discuter. Donc, un peu la question du positionnement de la formation professionnelle, où je sais que plusieurs utilisent le terme valoriser, mais moi, je me permets ce commentaire-là de vraiment positionner l'AFP comme étant un élément essentiel dans notre système d'éducation. Ben, vous avez tout à fait raison, hein. Moi aussi, je préfère beaucoup là, cette idée de parler de positionner, de faire connaître, dans le fond, aussi ce système-là. Comme je le disais, on positionner dans le sens où ça rend bien justice. Parce que, dans le fond, les programmes de formation professionnelle sont beaucoup orientés, sont principalement, je dirais, orientés sur la préparation au marché du travail. Donc, c'est excessivement intéressant d'être accompagné, là, quand on est un jeune ou un moins jeune aussi, là, d'être accompagné par ça va m'amener à vous parler tantôt des enseignants, mais juste pour finir sur les élèves, là, dans le fond de la formation professionnelle, d'être accompagné dans le développement de ses compétences avec des programmes d'une grande qualité, là, puis même, je dirais, d'une très grande qualité, hein, qui sont basés sur des analyses de situation de travail. Donc là, c'est sûr que les programmes qui sont offerts sont faits en sorte pour qu'on prenne les gens du début, qu'on les fasse progresser dans des apprentissages jusqu'au moment où on les amène au seuil du marché du travail. Fait que ça, c'est vraiment, il y a un grand souci dans les centres de formation professionnelle. Puis ça, je pense que ça contribue bien à les positionner quand on connaît ça, quand on est en mesure de voir que les acteurs du milieu de travail sont aussi sollicités au début pour faire ce qu'on appelle l'analyse de situation de programme au moment où on élabore les programmes.
il y a ce souci-là très, très important là, depuis les dernières années, de vraiment se rapprocher du monde du travail, de la réalité. Fait que même je dirais, les horaires sont, même si c'est dans un centre de service scolaire, que ces programmes-là, puis ces écoles-là, qui s'appellent des centres de formation professionnelle, là, sont déployés ou sont offerts. Ils relèvent des centres de services scolaires. Mais il y a un grand souci de se rapprocher du métier. Dans le fond, même l'horaire, c'est pas un horaire typique là, comme une école primaire ou secondaire. Hein. Les élèves, par exemple, en construction, vont débuter très tôt. Ils vont faire des longues heures, comme s'ils étaient sur le chantier du travail. Puis, une autre chose qui permet de bien, je dirais, positionner la formation professionnelle, c'est autrement que la qualité de ces programmes, c'est que c'est des programmes qui sont de courte durée. Fait que ça, c'est vraiment super parce que ça me ramène à mon premier point. Une des premières choses que je vous ai dites, c'est que ça mène à des programmes, des emplois de grande qualité. Hein. Ça veut dire que quand on est mécanicien puis qu'on apprend, c'est sûr qu'on peut toujours apprendre sur le tas, mais ça nous permet après d'accéder à des emplois, par exemple, travailler pour la Ville de Montréal, travailler pour des grandes institutions, centres de services scolaires. Fait que quand on a le DEP en poche, ça nous permet, puis rapidement, les programmes, dans le fond, sont de 600 heures à 1800 heures. Fait que ça permet de rapidement avoir accès à des programmes de qualité qui sont organisés pour nous permettre là, de développer nos compétences rapidement, je dirais. Fait que oui. ça nous amène, donc... Ça m'amène, avant de passer à la formation des enseignants, là, oui, on parle de développement de compétences, puis ça, je trouve ça excessivement important. Je pense que pour tous ceux qui baignent dans le milieu de l'éducation, on doit s'inspirer beaucoup de la formation professionnelle sur l'aspect du développement de compétences. Je vais utiliser l'exemple, là, je veux pas savoir si une personne est capable de souder à 60% avec sa technique. Je veux savoir s'ils sont capables de souder et de le faire comme il faut. Donc, c'est vraiment un développement de compétences. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur ce modèle-là qui a été développé depuis des années en formation professionnelle, où, dans le fond, on prend un élève, puis on va le développer dans tout ce que ça nécessite et pas juste, exemple, au niveau de connaissances ou tout ça. C'est vraiment de développer la compétence, à être capable d'exercer un métier. Et quand il sort avec une réussite dans ce programme-là, ben, il est tout à fait apte à occuper la fonction. On n'est pas dans est-ce qu'il réussit à 60% ou à 70%. Il sait le faire ou il sait pas le faire. Là. Alors, il y a des choses, selon moi, à exporter sur les façons de voir en formation professionnelle, sur le développement de compétences chez nos jeunes. Puis en même temps, c'est quelque chose qui est très, je dirais, pratico-pratique, c'est-à-dire qui est très, on manipule, on construit, on fabrique, c'est très concret pour les gens qui s'inscrivent en formation professionnelle. Oui, puis ça, c'est très motivant, puis c'est concret, mais en même temps, c'est complexe dans la mesure où, puis je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue sur l'idée des compétences, puis cette idée-là aussi que c'est des programmes qui sont organisés, qui sont pensés, bien sûr, en réponse aux besoins du marché du travail, mais une vision qui est quand même centrée sur le développement de l'individu qui est plus large que des besoins d'employabilité dans une entreprise X. Fait que la personne qui va travailler va donc explorer, je reprends un exemple de mécanique, donc va pouvoir travailler dans plusieurs types de garages, puis va avoir plusieurs types d'équipements plutôt qu'un seul qui sera orienté sur une marque spécifique. Fait qu'il y a aussi, c'est comme un balancement. Puis ça, c'est une grande force, là, je dirais, des programmes, c'est qu'à la fois, ils sont très ancrés dans le marché du travail, mais ne font pas, sont aussi ancrés puis soucieux, je dirais, d'une réussite éducative pour les personnes. Puis ça, pour moi, c'est fondamental, puis c'est excessivement important parce que ce qui compte, c'est comme professeur d'université, puis comme citoyenne, ce qui compte, c'est que notre jeunesse, les jeunes Québécois puissent justement avoir accès à des programmes qui vont leur permettre de se déployer puis à avoir une agilité, en tout cas pour pouvoir, dans la vie, pas être cantonné uniquement dans un seul emploi, mais avoir une certaine flexibilité, là, si je peux dire. Puis ça, cette idée-là aussi, l'idée, c'est qu'en même temps, la formation professionnelle de Fabuleux aussi, c'est qu'on peut aussi, à un moment ou à un autre, décider qu'on va enseigner son métier, cette passion-là, ce métier-là qui nous passionne.
Puis ça, c'est un autre grand bonheur que j'ai. Bien évidemment, les enseignants que j'ai été conseillère pédagogique pendant plusieurs années là, au Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Donc, je salue les hommes là-bas et les femmes enseignants, mais aussi je rencontre plein d'autres personnes, là, évidemment, à l'UQAM. Puis ce que je remarque, c'est que les enseignants sont fiers de leur métier, sont fiers de leur centre de formation. Puis une grande force de notre système de formation professionnelle au Québec, c'est que ce sont d'abord et avant tout des experts de leur métier. Fait qu'ils vont d'abord être experts de leur métier, puis c'est là que l'enjeu, je dirais, ou l'espèce de travail qu'on a fait là, dans les dernières années, les universités et les centres de services scolaires, c'est de former les enseignants à devenir aussi des experts de la pédagogie. Puis ça, c'est pas une mince affaire, bien sûr. Hein. Ça veut dire que, vous l'aurez compris, hein, j'ai été coiffeuse pendant plusieurs années. Puis là, à un moment donné, quand j'ai une expertise, on sait, là, grosso modo, les enseignants, quand ils amorcent leur formation, ils ont 45 ans en moyenne. Fait que c'est sûr que là, c'est des gens ça amène toutes sortes de préoccupations puis d'enjeux, j'ai envie de dire, sur la conciliation, travail, études, famille. Parce qu'on le sait, hein, c'est pas suffisant là, de connaître son métier. Faut aussi devenir des pédagogues, puis ça, ben c'est dans les universités, puis avec le cours aussi là, le grand travail des centres de services scolaires qu'on va arriver à faire ça. Il y a plusieurs personnes qui vont arriver, qui vont avoir été formateurs en milieu de travail avant, puis là, c'est ça qui leur a donné un peu la piqûre. Hein. Hey, moi, tu sais, dans le garage, c'est toujours moi qu'on accueille, mais il y a une différence qui est quand même assez importante. Hein. C'est sûr que là, c'est beaucoup ancré sur le marché du travail, mais c'est pas le marché du travail. Puis ça, c'est une force. Fait qu'il y a une différence quand tu es un travailleur, que tu es formateur en milieu de travail, puis que là, tu as devant toi des mécaniciens qui connaissent déjà leur métier, puis là, on a une nouvelle technologie, puis on les forme à ça, ils vont pouvoir appliquer ça demain dans leur travail, ils sont payés pour le faire, ils ont déjà comme tout un bagage de connaissances. C'est pas exactement les mêmes enjeux que quand tu arrives devant toi, puis là, je le disais d'entrée de jeu, hein, on avait Simon, Amine, puis on avait Martin, Sophie, puis Amine qui étaient là, qui arrivaient avec des profils si variés. Les enseignants, c'est ça c'est à ces enjeux-là qui sont confrontés. Ils vont avoir autant des gens de 17 ans que des adultes. C'est sûr qu'au début, là, quand il arrive toute la question de la gestion de classe, les retards, les utilisations du cellulaire en classe, ça va être vraiment des éléments qui vont beaucoup les toucher. Puis le fait tu sais, je dirais que depuis, dans le fond, là, c'est depuis 2003 hein, que les enseignants en formation professionnelle doivent faire le bac là, de 120 crédits. C'est un défi je dirais que c'est comme un long parcours d'une longue haleine. Puis je pense que le succès là, quand même, le succès de ce qui se fait jusqu'à maintenant, c'est que dans les 5 universités, dans le fond, les enseignants au Québec, ils peuvent se former dans 5 universités. Donc, ils peuvent se former à Sherbrooke, à l'UQAM, bien sûr. Ils peuvent se former à Rimouski, l'Université du Québec à Rimouski. L'Université du Québec à Chicoutimi, puis en Abitibi-Témiscamingue aussi, l'Université du Québec. Puis ces programmes-là, ce qu'ils ont en commun, là, tous nos programmes de bac en enseignement professionnel, ces programmes qualifiants-là, c'est qu'ils sont basés sur un modèle d'alternance travail-études. Puis le succès, là, je dirais, de ces programmes-là aussi, ça repose sur le partenariat qui est établi avec les centres de services scolaires. Ça, là, ça pourrait pas fonctionner si les universités n'étaient pas tout le temps à l'écoute et vice-versa des besoins des enseignants. Fait que par exemple, je vais parler pour l'UQAM parce que c'est le programme évidemment que je dirige puis que je connais le mieux, mais il y a tout un système pour reconnaître les programmes d'insertion professionnelle qui sont faits dans les centres de services scolaires. Fait que ça veut dire qu'au lieu de répéter à l'université ce que les conseillers pédagogiques, là, qui, tu sais, je peux dire, hey, on vous aime, les conseillers pédagogiques, les meilleurs amis des nouveaux enseignants. C'est comme les anges gardiens, mais aussi les directions, les enseignants expérimentés qui sont des mentors. Au lieu de dire, ben vous, ce que vous faites sur le terrain, ça n'a pas de valeur, on reconnaît tout ce travail-là. Sherbrooke a comme une autre façon aussi de reconnaître, mais l'idée derrière ça, c'est quand même l'idée, là, dans le fond, qui est la même dans les pratiques
tant à l'UQAM que dans les autres programmes de mes collègues, c'est qu'il y a vraiment un partenariat, une concertation qui est faite. On reconnaît le travail, puis au lieu d'être en compétition, on travaille en concertation. Fait que, il y a une partie qui est faite dans les milieux scolaires, puis après, il y a une partie qui est faite à l'université, puis il y a certains apprentissages qui se prêtent bien, là, je dirais, à venir, à se faire, là, dans le fond, dans l'université, puis d'autres choses qu'évidemment, ça prend bien. Fait que ce modèle d'alternance travail-études, c'est vraiment une grande, grande réussite. Est-ce que ça devient, en fait, c'est que ça s'étale quand même sur une période assez longue parce que la plupart des gens sont exactement là, dans une alternance travail-études, donc c'est quand même, c'est un suivi sur plusieurs années, là, la formation. Oui, c'est ça. C'est comme je le disais, là, ça demande beaucoup, mais je pense que c'est quand même ce 120 crédits-là, c'est depuis 2003. Fait que c'est quand même assez récent. Les dispositifs, puis au début, peut-être que ça pouvait être trop difficile, mais je pense qu'il y a eu un souci de pouvoir justement s'ancrer plus dans les milieux, de développer des partenariats, mais évidemment avec les centres de services scolaires, puis de s'harmoniser, puis d'harmoniser nos pratiques. Puis là, je pense qu'on est arrivé à une certaine forme d'équilibre, ce qui fait que les gens, évidemment, là, pouvaient étirer les bacs initialement sur 10, voire 12 ans. C'était très, très long. Mais là, maintenant, chez nous, on peut penser là, que quand je regarde les chiffres là, depuis les 3 dernières années, les gens prennent 6 à 10 ans pour le faire, mais ils sont beaucoup moins épuisés qu'au début, où on avait voulu vraiment calquer, je dirais peut-être des formations universitaires qui étaient un peu comme par exemple pour former un enseignant du primaire ou du secondaire ou en langue seconde. Et là, avec le temps, dans les 5 universités, on n'est quand même pas si nombreux que ça. Hein. On est une vingtaine de profs qui œuvront à la formation dans ces bacs-là. Ça nous a permis quand même de faire un tour de boucle, puis de pouvoir développer, parler avec les centres, arranger, je dirais, les dispositifs pour qu'ils soient plus, là, je dirais, qui permettent un cheminement là, qui soit plus harmonieux. Et jamais je voudrais que, c'est sûr que ça reste quand même toujours une situation, ça reste quand même très difficile pour les enseignants parce que ils le font ils le font quand même en plusieurs années. Je voudrais pas minimiser les efforts, mais je pense que de plus en plus, ça se passe très, très bien. Donc, c'est un rythme qui est plus réaliste en fonction des réalités de chacun. Puis en même temps, est-ce qu'on sent une espèce de pression de dire, ben moi, ça fait plusieurs années que j'exerce mon métier, je le fais très bien, puis je suis prête à transmettre mes connaissances, mes compétences par rapport à un métier. Maintenant, d'aller à l'université et tout ça, est-ce que ça met une pression supplémentaire sur en fait, comment vous conciliez? Parce que j'entends en fait, j'entends et je sais qu'il y a de très beaux partenariats avec les centres de services scolaires pour justement favoriser là, cette espèce d'équilibre-là dans la formation. Mais vous avez sûrement adapté les pratiques là, à l'intérieur du bac pour rendre ça, je vous dirais, équilibré et tout à fait recevable pour quelqu'un qui verrait ça comme oh, je dois m'inscrire à l'université, c'est une pression supplémentaire, là. Oui, ben c'est ça. Je vais enseigner la plomberie, là, mais qu'est-ce que On ça est va toujours, on est toujours à l'écoute on est toujours à l'écoute là, de ce que, de la réalité des étudiants. On vient justement de faire l'évaluation de notre programme, puis on a fait des focus group avec nos diplômés, avec nos étudiants qui sont présentement en formation. Puis c'est ça qu'ils nous disent. C'est sûr qu'il y en a qui vont toujours être, qui vont le prendre de façon, qui vont trouver ça plus difficile, qui vont trouver que c'est trop, qui vont trouver que c'est, mais dans l'ensemble, nous, ce qu'on entend, c'est que les étudiants sont contents à la fin quand ils arrivent, ils se sentent mieux préparés. Les directions, c'est ça qu'ils nous disent aussi. Les enseignants arrivent, sont plus confiants, puis ils sont plus heureux, puis ils sont moins à la remorque d'être à la dernière minute, ont une vision pédagogique plus développée. Puis ça,
Je pense qu'il y a une partie qui se fait vraiment dans l'action, puis ça, c'est parfait, mais la partie réflexion, le faire à l'université, c'est un bon endroit pour arriver à faire ça. Évidemment, c'est pas parfait, hein. Il y a rien de, malheureusement, hein, tout système est perfectible, puis il y aura toujours place à l'amélioration. Puis je pense que c'est ça, l'espèce d'esprit aussi que l'on a. Depuis un an, là, on travaille avec mes collègues. Dans le fond, ça nous a permis hein, de faire vivre ces bacs-là depuis 2003 pour à peu près 17 ans. Puis là, d'avoir pu les évaluer hein, dans les universités, il y a une façon les programmes sont évalués aux 10 ans à peu près. Fait que ça nous a permis, dans le fond, de faire un premier tour de piste avec nos programmes. Puis là, maintenant, ce que ça a permis de faire, c'est justement pour pouvoir continuer, puis encore innover, puis être encore meilleur, je dirais, c'est de la vingtaine de chercheurs là, québécois se sont regroupés ensemble pour former l'Observatoire de la formation professionnelle. Puis ça, c'est quand même vraiment intéressant parce que l'idée derrière ça, c'est de pouvoir mutualiser les pratiques. Fait que dans l'Observatoire, il y a plus des chercheurs, mais il y a évidemment, puis c'est ça qui est le plus important, là, dans le fond, il y a des enseignants de la formation professionnelle, des conseillers pédagogiques, il y a des directions de services, des directeurs éducatifs, il y a des directions de centres aussi qui sont là. Puis ça c'est le début, dans le fond, de la suite qui va faire en sorte que je pense qu'on va être encore meilleur, tu sais, parce qu'évidemment, on les connaît, là, les défis qui sur la longueur, sur 10 ans, moi, je suis confiante qu'on va être capable d'arriver à arriver à encore un meilleur équilibre. Mais je pense que je suis confiante qu'au moins on a déjà fait un bon tour de piste qui nous permet d'entrevoir l'avenir avec vraiment beaucoup d'entrain, j'ai envie de dire, parce que c'est super de pouvoir continuer, dans le fond, à innover puis à avoir des projets. Fait que dans le fond, cette mutualisation-là qui s'offre dans l'Observatoire, c'est vraiment de pouvoir arriver à fournir des outils qui vont être développés par les acteurs, dans le fond, les enseignants, les centres de services scolaires, puis aussi des étudiants ou en tout cas, ça va pouvoir prendre différentes formes comme des fiches de vulgarisation ou des échanges de pratiques. L'idée derrière ça, c'est vraiment de pouvoir améliorer là, la formation, puis de tenir compte, d'avoir vraiment des outils qui émanent de la formation professionnelle, puis de pas juste prendre des éléments qui viennent des autres ordres d'enseignement puis de les adapter, là, de nous-mêmes créer, innover, comme on a réussi à le faire quand même, je pense. En tout cas, on a un bon point de départ là, avec les bacs en enseignement professionnel. Désolé, on a des petits problèmes techniques. Je ne sais pas si c'est partout, mais l'écran gèle à l'occasion, ça fait qu'il se peut que les réactions soient pas spontanées. En fait, c'est effectivement, je pense que dans toute la création de ce modèle de formation-là, du moins le programme que je connais un peu, celui de l'UQAM, a quand même innové parce que si je regarde, exemple, la formation d'un enseignant pour le secteur jeune, que ce soit au primaire ou au secondaire, ben, l'approche universitaire va être vraiment de dire l'étudiant doit faire son bac de 4 ans et il deviendra enseignant lorsqu'il aura terminé son bac et c'est ça. Et c'est tout à fait correct. Là, on veut avoir la main-d'œuvre la mieux formée possible pour exercer ce type de carrière parce que c'est pas une mince tâche d'enseigner et c'est alors qu'en formation professionnelle ben on a osé dire ben l'alternance travail-études, donc oui on a des gens qui sont déjà dans la profession qui enseignent leur métier mais qui vont aller se former au niveau de la pédagogie et tout ça se fait en même temps. Alors, dans un contexte où je regarde les centres de services scolaires actuellement où on est en pénurie de personnel, ben, il y a assurément des pratiques où on pourrait s'inspirer un petit peu des modèles de formation en formation professionnelle où l'alternance devient possible sans pour autant négliger la qualité de la formation.
j'enchaîne parce que je sais que le Bureau des diplômés a déposé dans le clavardage des liens, des hyperliens sur certains ouvrages qui sont vraiment dédiés, je pense, là, ou du moins qui sont inspirants pour les gens qui enseignent en formation professionnelle. Je pense que c'est des outils de très grande qualité. Je ne sais pas si on veut en parler un petit peu des outils, du moins des ouvrages qui ont été où les hyperliens sont publiés, là, si je ne me trompe pas, dans le clavardage. Oui, ben, écoutez, qu'est-ce que je vous ai partagé? René Asselin, qui est diplômé de notre programme, qui a été aussi professeur invité, a fait une petite capsule sur la pédagogie. Puis, elle est présentement conseillère pédagogique à l'ENAP, c'est au niveau collégial, mais j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. C'est une perle, c'est une personne qui a gagné le prix des diplômés de la reconnaissance SUQAM en 2020. Puis elle nous fait une excellente vidéo. Il y a aussi mes collègues qui ont été interviewés par Madame Couturier, où on fait un peu le portrait, dans le Devoir, c'était un article qui avait été fait dans le cadre d'un dossier spécial sur la formation universitaire. Puis, ma collègue Chantal Baucher de l'Université de Sherbrooke et Marie-Alexandre de l'Université du Québec à Rimouski ont été interviewés puis ont parlé de nos bacs en enseignement professionnel. Puis c'est toujours, je pense qu'ils font une belle rétrospective. Il y a eu un livre aussi que je vous ai suggéré, donc qui est paru aux presses universitaires sous la direction Presse universitaire du Québec. Sous la direction d'Elisabeth Mazalon, qui a beaucoup œuvré, qui a pris sa retraite l'année passée, qui a beaucoup œuvré en formation professionnelle, puis Michel Dumont de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et dans ce livre-là, j'ai écrit un chapitre sur la motivation en contexte scolaire avec mon étudiante Mylène Beaulieu. Fait que ça, les gens vont pouvoir en savoir plus. C'est écrit spécifiquement pour les élèves, pour les étudiants, pour les gens de la formation professionnelle qui œuvrent auprès des élèves de la formation professionnelle, mais ça parle pas juste de motivation. Ce livre-là traite de toutes les grandes questions de la persévérance et réussite scolaire, anxiété de performance, anxiété face aux examens, les élèves à besoins particuliers. Il y a un chapitre sur l'intégration des TIC. Donc ça, c'est tout nouveau aussi. C'est arrivé en 2020. C'est un livre qui est vraiment excellent, qui fait le tour là, de la question, même les consommateurs aussi qui va beaucoup intéresser puis inquiéter, là, j'ai envie de dire, les enseignants de l'AFP parce que vous savez, hein, formation professionnelle, on travaille avec des outils, il y a toute la question de la santé-sécurité. Il y a un chapitre aussi sur la santé-sécurité. Donc là, je ne peux pas toutes les nommer, les chapitres, mais c'est le livre, je dirais, la nouvelle Bible des enseignants en formation professionnelle. Avec mon étudiante Camille Stra-Dupont, puis avec Sylvie Chartrand du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, on avait fait un petit texte aussi dans un dossier thématique COVID-19 sur le positionnement justement de l'AFP, comment tout ça prend sa place, l'AFP, dans le contexte de la COVID. Hein, on en a parlé. C'est sûr que ça a fait des heureux, la COVID-19, ça a fait des grands perdants. La restauration, je le dis encore. Mais ça a fait quand même des heureux. Puis, donc, on a fait un petit billet dans ce chapitre, dans ces textes-là. Ensuite, j'ai placé le lien de l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec parce que ça, c'est tout nouveau. Le site web a été lancé il n'y a pas si temps, mais il va se nourrir, il va avoir, comme je le disais, des dossiers thématiques, il va avoir des fiches de vulgarisation. Donc, les enseignants vont pouvoir y trouver des ressources. Puis évidemment, vous êtes les bienvenus, hein, les enseignants, les CP, venez, on a besoin de vos idées. Vous pouvez travailler avec nous. Vous pouvez partager aussi ce que vous faites déjà. Hein, j'en ai parlé plusieurs fois là, de partenariat, de concertation. Venez nous dire ce que vous avez fait de bon, c'est quoi vos bons coups, puis on va publiciser ça à l'Observatoire avec le plus grand des plaisirs. Fait que vous avez le site pour devenir membre aussi. Ça est lancé, vous allez pouvoir même remplir votre fiche et devenir membre.
Puis ensuite, vous allez retrouver, si parmi l'auditoire, il y avait quand même des gens peut-être qui ne sont pas enseignants encore ou qui connaissent, des diplômés des autres programmes, qui voulaient en savoir plus sur la formation des CO, puis qui connaissent, hey, mon beau-frère, c'est un mécanicien, ma belle-sœur, c'est une coiffeuse, il me semble qu'elle serait donc bonne. Ben, venez enseigner le métier qui vous passionne. Donc, vous allez retrouver les coordonnées là, du site de notre programme. Puis, vous pourrez taper bac en enseignement professionnel si vous êtes à l'extérieur de Montréal, puis trouver les bacs des autres universités. Wow, c'est vraiment, c'est très intéressant. J'en profite parce que je vois rapidement certains commentaires dans le clavardage. On nous pose la question, la formation. Ah oui, ça c'est parfait. Puis en même temps, on va pouvoir, je pense, là, retransmettre une bibliographie très complète là, pour que les gens puissent avoir accès à toutes les coordonnées de ces différents ouvrages-là. Dans le fond, en fait, je me pose pas la question. Il y a toujours l'élément, puis ça revenait dans les commentaires, c'est toujours la dimension que la formation professionnelle, c'est pour des élèves qui ne réussissent pas vraiment, c'est pour des élèves en difficulté, c'est pour ci, pour ça. Alors que la formation professionnelle exige quand même un niveau de compétences et de prérequis assez élevés. Je pense à certains programmes, là, que ce soit électromécanique de système automatisé, quelqu'un qui aurait des difficultés en mathématiques, je pense qu'il va trouver le temps long un petit peu dans ces programmes-là. Alors, je réitère que les programmes de formation professionnelle peuvent être une réponse à des élèves qui ont certaines vulnérabilités parce qu'il y a un côté de motivation qui est très présent dans les programmes de formation professionnelle. Mais je réitère que ça s'adresse vraiment à tout élève, tout étudiant, toute personne qui a le goût de se former avec une formation de très grande qualité et qui va obtenir avec cette formation-là un emploi de très grande qualité. Alors, je me permets ce commentaire-là, puis je suis pas mal sûr que vous allez être d'accord avec moi, Mme Dubourg. Oui, c'est sûr. Oui, vraiment, vraiment, tout à fait. Écoute, vous résumez ça de façon fabuleuse. C'est exactement ça. Des emplois de qualité pour des personnes de qualité, pour c'est ça qu'on veut pour nos hommes, qui puissent accéder à une meilleure vie avec des bons emplois, avec des bonnes conditions de travail. C'est ça. C'est ça, la formation professionnelle. Évidemment, comme tout ordre d'enseignement, les élèves qui la fréquentent vont avoir leur vulnérabilité, mais on se cachera pas que dans les universités, il y a aussi, au primaire, il y a des élèves qui ont des besoins particuliers. Au collégial, il y en a. Il y en a dans les universités aussi. Absolument. Mais la formation professionnelle a aussi des élèves qui ont des besoins particuliers. Mais là, après, c'est quels besoins particuliers pour laquelle, qu'est-ce que c'est? C'est TDAH, c'est anxiété, dépression, c'est consommation. Mais après ça, ça tourne autour, grosso modo, de les plus grands problèmes qu'on constate ou que les enseignants constatent. C'est ça. Mais vous l'avez bien dit, la formation professionnelle, ça va vite. C'est 600 à 800 heures, 1800 heures. C'est des programmes qui sont complexes. Puis c'est pour ça que les programmes sont bien montés. Puis ça permet aux gens de cheminer, puis de passer à travers ça, puis de quitter avec un diplôme en poche. Oui. Si on ramasse un petit peu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de notre conversation de ce soir? En quelques mots, là, on retient quoi de la formation professionnelle, puis ça serait quoi, en quelques mots? Ben, la formation professionnelle, là, c'est des programmes d'une très grande qualité, avec des acteurs, avec des enseignants d'une très grande qualité aussi, un dispositif, je dirais, qui est fort, des centres de formation professionnelle qui sont bien organisés, qui ont des bons équipements, puis qui cherchent aussi toujours à,
sais, la formation professionnelle, ça va vite pour les élèves, puis c'est pour ça que des fois, c'est difficile pour eux, mais ça va vite aussi pour les profs. C'est excessivement intéressant et encourageant de travailler avec les gens de la formation professionnelle. C'est des gens qui répondent présents, qui sont dans l'action, qui sont volontaires, qui sont fiers, sont motivants. Ah oui. Moi, je vous confirme, à chaque fois que j'ai le bonheur de visiter un centre de formation professionnelle, j'ai tout le temps le goût de m'inscrire dans un des programmes quand je sors de là. Je suis vendu. Alors, oui, vous parlez à un convaincu. Alors, c'est une excellente nouvelle. Écoutez, Madame Dubourg, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion puis votre expertise sur le sujet de la formation professionnelle. Les propos sont toujours très inspirants. Un immense merci d'avoir pris du temps avec nous ce soir. Et je vais en profiter aussi pour annoncer le prochain webinaire parce que on est comme dans notre deuxième saison. Alors, je vous rappelle par le fait même que notre prochain rendez-vous sera le 31 mars à 18 heures. C'est une nouvelle heure, là. Maintenant, on fait ça à 18 heures. Et nous aborderons la diversité des stratégies pédagogiques avec comme invité mesdames Émilie Tremblay-Rag et Sylvie Viola. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on va vous retrouver le 31 mars prochain. Alors, Madame Dubourg, un immense merci encore une fois. Quel plaisir. Ça a été très agréable. C'est moi qui vous remercie. Merci.